Bon les amis, je me caille les fesses chez moi. Je sais pas où il est le réchauffement climatique, mais je crois qu'on nous l'a fait à l'envers. Bref les amis, sur cette première vidéo, on va parler de Sophie Primas, qui se fout complètement des violences faites sur les députés de la France Insoumise. Et ça la dérange absolument pas que les flics fassent fuiter les infos confidentielles des députés de la France Insoumise. Bref les amis, avant de commencer cette petite réaction, n'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous. Oscar Tessonneau, fondateur d'un nouveau magazine qui s'appelle Red Bread Magazine, qui a la particularité d'être entièrement fait par des personnes handicapées mentales. Et enfin une deuxième question sur un article paru ce matin dans Libération qui documente les violences qu'a subi Jean-Luc Mélenchon dans son domicile dans le Loiret il y a quelques jours, où Mathilde Panot et d'autres élus de la France Insoumise s'inquiètent des violences qu'ils subissent sur les réseaux sociaux et même parfois dans la rue. Est-ce que vous êtes inquiet des violences que subissent aujourd'hui beaucoup de parlementaires et beaucoup de sénateurs, que ce soit dans les espaces numériques ou même parfois dans la rue, dans l'espace public? Pour répondre à votre deuxième question, permettez-moi d'élargir un peu le champ de la question et de ne pas le concentrer sur les violences qui ont été faites vis-à-vis de Monsieur Mélenchon. Je dirais que la haine n'a pas sa place à l'Assemblée nationale, elle n'a pas sa place dans les réseaux et elle n'a pas sa place non plus au regard de tous ceux qui sont élus pour représenter et servir notre nation. Ouais. Libération révèle ce matin que plusieurs élus du Rassemblement national, notamment Thomas Ménager, étaient au courant de l'opération qui serait menée et qu'il y a eu des dialogues et des télégrammes entre des sources policières. C'est pour ça que je vous dis que la haine est absolument insupportable dans le milieu des élus. Au Sénat, d'ailleurs, je me permets de faire un petit retour en arrière. On s'inquiète de la violence qui est faite aux élus d'une façon générale, et ça commence par les maires d'ailleurs dans leur commune, qui est un phénomène assez prégnant et qui se déploie également évidemment sur les réseaux numériques. Donc là-dessus, moi je n'ai pas le plan pour l'instant de bataille du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux, mais je suis certaine que c'est un élément sur lequel ils vont travailler. La violence est absolument inacceptable. Il faut que nous-mêmes, hommes et femmes politiques de tous les niveaux, nous soyons très attentifs à nos paroles et à nos actes, dans l'hémicycle, dans les hémicycles, dans la vie courante, dans nos tweets, dans notre communication. Je pense qu'il faut qu'on soit respectueux les uns des autres et que la violence n'a pas sa place dans la vie politique. Je trouve ça dingue les amis, alors là il n'y a plus rien à dire. Le journaliste lui explique que t'as des députés de la France Insoumise qui se font agresser sur les réseaux sociaux, qui se font attaquer chez eux, et Sophie Primas l'a corrompu jusqu'au bout, répond c'est de la faute des députés de la France Insoumise qui font agresser. Non, c'est extraordinaire les amis. Il y a un deux poids deux mesures légendaire en France. Moi je me souviens bien de Nicolas Sarkozy je crois. Son fils s'était fait voler son scooter. Eh ben les agresseurs, je vous le dis les amis, au bout de 48 heures ils étaient tous arrêtés. Mais c'est pas fini, parlons du gendre d'Emmanuel Macron qui s'était fait interpeller par des manifestants. La même chose, robolote, en moins de 24 heures on a retrouvé les manifestants. Alors pourquoi à votre avis on n'arrive pas à trouver 2-3 charclos sur les réseaux sociaux? Bref, sur cette deuxième vidéo, préparez-vous, on va parler d'Alain Soral. Que l'on l'apprécie ou pas, voici une analyse d'Alain Soral sur le meilleur régime possible pour la France. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Ce qui amène une autre idée très importante, à savoir que la monarchie était ce qui permettait à la France une continuité stratégique et politique, qu'on appelle la démocratie élective à mandat court, qui est en réalité un système pseudo-démocratique, mais qui permet surtout que jamais personne ne puisse exercer un quelconque pouvoir sérieux politique, par le politique. Et quand le politique ne peut pas exercer de pouvoir sérieux, vous le vérifiez avec le fait que les présidents aujourd'hui restent 5 ans au pouvoir, passent la moitié du temps en pré-campagne et sont obligés pour accéder au pouvoir de faire des promesses à peu près à tous les lobbies, et donc tout ça est au détriment d'une stratégie à long terme. Vous vérifiez que c'est finalement retirer aux politiques le pouvoir politique, et quand vous retirez aux politiques le pouvoir politique, qui a le pouvoir en réalité? On le sait aujourd'hui et on le sait historiquement, c'est la banque, c'est l'argent. Donc la démocratie, en réalité, qui se présente comme au service du peuple et égalitaire, est en fait le masque du pouvoir de l'argent, et l'argent n'est pas le pouvoir du peuple, c'est même son contraire. Ce qui permet aujourd'hui de comprendre pourquoi la Russie est un pays qui redevient une puissance, parce que Poutine a réussi justement à contourner ces exigences et ce piège de la démocratie élective. Et ce qui amène à un paradoxe intéressant, c'est parce que justement Poutine arrive à échapper aux injonctions démocratiques
qui peut mener une politique au service de son peuple et de son pays, qu'il a redressé totalement. Et c'est d'ailleurs parce que aux États-Unis, à l'inverse, le président des États-Unis est là que pour 4 ans et déjà au bout de 2 ans à mi-mandat obligé de faire pré-campagne, qu'il a pratiquement aucun pouvoir et que malheureusement Trump ne peut pas tenir les promesses qu'il a faites à son électorat profond, parce qu'en fait il a très peu de pouvoir. Ce qui est de là, nous sommes déjà dans une piste intéressante qui est qu'est-ce que c'est réellement que l'intérêt, quel régime est dans l'intérêt du peuple. Finalement, avec le recul, avec les écrits de Bainville et avec ce qui se passe, on se dit que peut-être finalement la monarchie, malgré ses apparences, était peut-être plus dans l'intérêt du peuple que la démocratie élective dans laquelle on est aujourd'hui, qui est peut-être la plus grande escroquerie démocratique qui ait jamais pondu finalement les banquiers. Ce qui amène... Bon les amis, sur cette 3e vidéo, on va parler du RSA. Vous avez vu, obligé de travailler 15 heures par semaine pour pouvoir prétendre au RSA. Et ça les amis, c'est historique. Personne ne dit rien. Vous oubliez qu'on paye des cotisations pour avoir ces aides-là. Je rappelle qu'on est le pays le plus taxé au monde. Posez-vous la question pourquoi? Je vais vous répondre. Tout simplement pour avoir une sécurité sociale. Et quand je dis sociale, c'est dans tous les sens du terme. Vous le pensez bien. Normalement, quand vous quittez un boulot, ça peut vous arriver. En France, vous touchez le chômage dû à la cotisation que vous aurez fait pendant les mois ou les années que vous aurez fait au travail. Eh ben les amis, c'est terminé, ça ne marche plus comme ça. Maintenant c'est 1 an et 2 mois, basta les amis. Tu peux travailler 4 ans, 5 ans, c'est pareil. Le reste de l'argent va dans les poches du gouvernement. Et ben maintenant, après le chômage, ils s'attaquent au RSA. Rebolote les amis, tu peux plus toucher le RSA. C'était une sécurité pour les Français. C'est bien fini les amis. Maintenant va falloir travailler 15 heures. Et 15 heures par semaine. Vous pensez bien que les amis, il n'y a déjà pas assez de travail. Si vous complétez ça et vous rajoutez des personnes pour aller à Pôle emploi avec des conseillers en carton qui ne connaissent même pas votre prénom, vous pensez bien qu'il y a plus de personnes qui vont finir à la rue. Et ça, je le répète et je le répète. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Nicolas touchait le RSA. Désormais, il est en CDI en tant qu'aide-cuisinier. Ça a commencé avec France Travail. Ils m'ont appelé pour savoir si la formation m'intéressait. J'ai dit oui tout de suite. Comme Nicolas, à partir d'aujourd'hui, les 1,2 million de bénéficiaires du RSA seront inscrits à France Travail, qui les accompagnera dans leur recherche d'emploi. En contrepartie de cette aide, les personnes concernées devront assurer au moins 15 heures d'activité par semaine. Tu vois, définir un projet professionnel, ça peut être parfois aussi régler un problème de mobilité, réaliser une formation et rechercher activement un emploi. La personne va s'engager à être assidue, impliquée, à participer en fait à ces 15 heures minimum d'activité. Si c'est le moyen pour pouvoir accélérer les chances de retour à l'emploi, mais c'est aussi une obligation de la part du bénéficiaire du RSA de se tenir à ses engagements. Cette réforme, qui fait partie de la loi plein emploi, a déjà été testée dans 49 départements auprès de 70 000 personnes. Les expérimentations sur les 49 départements ont montré 2 choses très importantes. D'abord, un retour à l'emploi, à l'insertion professionnelle de longue durée de 42% des bénéficiaires de cette expérimentation. Et une deuxième chose que je trouve très importante, qui ne se voit pas dans les chiffres mais qui est aux clés de tout, c'est aussi un retour à l'estime de soi et à la confiance en soi qui permet de se dire « j'ai des projets, je peux y arriver ». En cas de non-respect de ces obligations, le bénéficiaire pourrait être sanctionné et voir le versement du RSA suspendu. Bon les amis, c'est du grand foutage de gueule, vous le pensez bien. C'est un prémitent tout simplement. On nous explique qu'il faut travailler 15 heures par semaine pour gagner 400 € par mois. 15 x 4, ça fait 60. Vous voyez, 60 x 10, on vous la met comme ça. Parce qu'on va vous payer 500 balles et à la fin, on aurait dû vous passer 600 balles minimum. Bon les amis, sur cette 3e vidéo, préparez-vous. Je sais pas si vous le savez, mais maintenant, toutes les voitures diesel qui ont dépassé les 10 ans ne peuvent plus circuler. C'est un truc de malade. Faut savoir que moi j'ai une Clio 3 des années 2006. Bah vous le pensez bien qu'elle ne passera pas la circulation. Eh ben je vais leur répondre, moi je roule encore avec. Je n'ai pas d'argent pour payer une voiture à 25 000 € électrique. Ce n'est pas possible dans mon budget. Du coup comment on fait? Vous m'expliquez comment on fait? Si je n'ai pas d'argent, j'ai déjà une voiture. Comment je vais faire pour pouvoir changer mon véhicule?
Bref les amis, on regarde la vidéo, on fait une petite réaction. Bonjour à tous et quel plaisir de vous retrouver ce matin sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Depuis le 1er janvier, les automobiles moteurs diesel immatriculés avant 2011, véhicules moteur essence d'avant 2006 n'ont plus le droit de circuler à Paris, à Lyon, à Grenoble et à Montpellier. Ce sont des automobiles, camions, camionnettes, utilitaires ou particuliers. Ils sont classés critère 3 et sont donc interdits de circulation dans certaines zones de France. Plus de 2 millions de conducteurs seraient concernés, près de 500 000 dans ce qu'on appelle le Grand Paris. Une loi a décidé ces mesures en 2019, la loi dite d'orientation des mobilités, mesure encore renforcée par la loi climat de 2021. Le policier s'il veut t'arrêter et te mettre une amende, prends l'amende. Mais derrière, paye pas, voilà, ne paye pas. Parce que si on est des millions de personnes à pas payer ces amendes, vous pensez bien que cette loi-là va passer aux oubliettes. L'idéologie au pouvoir, la bêtise à la manœuvre, et tant pis si l'autre jour un homme, dans une boulangerie de Montpellier, interpellait Alexandre Jardin. Vous savez qu'à partir du 1er janvier, je ne peux plus aller chercher mes enfants le week-end. L'homme est sans doute divorcé, il vit manifestement en dehors de la ville, et sa voiture est plus âgée que ses enfants. Alexandre Jardin a d'ailleurs écrit un tweet. Il pointe les principales victimes de ces mesures que les bobos parisiens qui roulent à vélo, quai de Gemap, ne croisent jamais, les banlieusards, mais aussi les professionnels artisans de tout métier contraints d'entrer chaque jour dans la capitale. Les gueux, comme les nomme Alexandre Jardin. Les gueux dont on se fiche. Boboland a déclaré la guerre aux gueux. C'est Jacouille qui mange par terre et à qui Hubert de Montmirail lance... On nous traite de jacouilles, de gueux, etc., etc. On nous prend pour des vieux paumés, des moutons tout simplement, hein, parce qu'en France, on est des moutons. À chaque fois qu'on nous fait passer des lois pour torpiller les Français font bah, c'est un truc de dingue, c'est un truc de malade, je dirais même. Les Français préfèrent aller danser et chanter pendant le jour de l'an qu'aller manifester pour le propre avenir de leurs enfants. C'est un truc de malade. Et sur cette 4e vidéo les amis, quand les ministres de François Bayrou sortent de leur premier conseil des ministres, voici comment ils sont reçus. Ça va, bah oui. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Ouais, là franchement, c'est bonne santé. Mais il faudra plus que la santé pour passer cette... Monsieur le bonjour, bonne année, bonne année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année? Bon, vous l'aurez compris que cette année, ça va être très dur pour les Français. Sur ce les amis, à la prochaine vidéo.